Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 8 novembre et à la une de ce journal, mercredi, le Premier ministre Édouard Philippe présentait les 20 mesures du gouvernement en lien avec l'immigration. Hier, le préfet du département faisait le point sur la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. Ce matin, c'était au tour de l'ancien président du Conseil général, Daniel Zaïdani, de réagir sur ce sujet. Selon lui, ce qui est vrai en métropole l'est autant, voire plus à Mayotte, où les moyens devraient être accentués, notamment en ce qui concerne la surveillance des frontières. Au montage, Leslie Vumenet. Mercredi, à la sortie du Conseil des ministres, Édouard Philippe a annoncé 20 mesures liées à l'immigration en France. Certaines concernent directement Mayotte. Et pour Daniel Zaïdani, si l'immigration devient un sujet de premier ordre en métropole, à Mayotte, c'est une problématique source de déstabilisation quotidienne de la société. En France métropolitaine, la question de l'immigration devient centrale lorsqu'il y a moins ou à peu près 10% de taux de chômage en France métropolitaine et que dans le même temps, il y a moins de 9% d'immigrés sur le territoire national. Dans le même temps, sur le territoire de Mayotte, nous avons plus de 35% de taux de chômage et en même temps, près de 50% d'immigrés sur le territoire. Et j'aime à le rappeler, ce niveau d'immigration sur le territoire est le fait d'une politique migratoire qui s'est tenue ces 25 dernières années, c'est-à-dire sur une génération, puisque nous étions partis il y a 25 ans à moins de 10. Donc c'est un changement véritable de la structure locale. Donc on voit bien que la question migratoire en métropole, elle est centrale à des niveaux extrêmement bas et forcément, à Mayotte, elle occupe notre quotidien. Le gouvernement a notamment annoncé que des quotas ou des objectifs chiffrés d'immigrés professionnels vont être fixés chaque année, et ce dès l'été 2020, afin de répondre aux besoins de main-d'œuvre des entreprises. Chaque année, ces quotas seront débattus au Parlement, mais là encore pour Daniel Zaïdani, cette question des quotas ne peut pas être lue de la même manière à Mayotte. Lorsqu'on parle de quotas, c'est qu'on considère que, en métropole, on considère qu'il y a en France métropolitaine, des secteurs dans lesquels on n'est pas en capacité d'apporter des solutions ou de la main-d'œuvre immédiate. Et donc, on veut mettre en place des quotas dans des secteurs professionnels dans lesquels il y a un besoin de main-d'œuvre qui ne peut pas être répondu. C'est ce que fait le Canada, par exemple. Oui, parfaitement, c'est ce que fait le Canada. Ouais. Donc, moi, je me pose la question à Mayotte, lorsqu'on parle de système de quotas et que nous avons un taux de chômage de 35% et que nous avons un taux de chômage qui frappe près de 60% les moins de 25 ans, je me demande si plutôt on ne devrait pas donner plus de moyens au conseil départemental, de mieux former les gens, de mieux encadrer dans le système scolaire actuel, que l'État encadre mieux nos jeunes dans le système scolaire pour que le taux d'échec ne soit pas aussi élevé. Permettre l'intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration, un vrai défi que l'île doit relever, même si avant cela Daniel Zaïdani réclame un meilleur contrôle des frontières, alors qu'hier le préfet annonçait qu'entre 23 et 27 000 personnes entreraient illégalement chaque année à Mayotte. Je ne vois pas comment le préfet peut donner des statistiques des entrées de migrants s'il ne les comptabilise pas. Parce que justement, le cœur du problème de cette société, c'est que nous ne savons pas quantitativement combien de personnes rentrent sur le territoire, dans la mesure où justement l'État est en échec sur le contrôle des frontières. Mais par contre, M. Millon, les chiffres de l'INSEE par rapport au recensement, pour moi, c'est des chiffres qu'on ne peut pas contester. Donc, recensement après recensement, acceptons qu'il y a plus d'entrées que de reconduites. Et donc forcément, les chiffres du préfet, soit il laisse rentrer les gens, soit il laisse volontairement rentrer les gens parce qu'il les voit arriver et là il peut les compter, ou soit il est dépassé par ce qui se passe et effectivement, on le verra encore au prochain recensement, que ça va déborder. Si à l'échelle nationale l'immigration occupe de plus en plus le débat public, à Mayotte, il ne se passe pas un jour sans que cette question fasse l'objet de discussions ou autres analyses. Et cela risque encore de s'accentuer alors que jusqu'en 2022, les échéances électorales vont se multiplier.
Tout autre sujet maintenant. Si le vivre ensemble n'est pas toujours chose aisée à Mayotte, il est un domaine qui a le don de rassembler, celui de la culture et plus précisément de la musique. À partir de ce lundi 11 et jusqu'au 24 novembre prochain, Mayotte accueille le festival Mahorais Jazz, 2 semaines durant lesquelles vont se côtoyer rock, funk, gospel, afrobeat, blues, mais aussi musique de l'océan Indien et d'autres régions. Écoutons plutôt Ismaël Kordji qui nous parle de sa passion. C'est pas mon milieu, c'est ma passion. Eh oui, en fait, c'est une vraie passion. Ouais. Effectivement, je suis heureux parce que je sais pas, mais tout à l'heure hein, vous avez parlé avec le président Zaidani. Oui. On est quand même dans une île où on est tellement envié, pour autant on n'est pas content. C'est pas Les faux. gens ils sont pas contents. Ouais. On est les uns contre les autres. Ouais. Et sauf que la musique et particulièrement le jazz permet de faire rencontrer des gens qui sont Mzungu, Maoré, C'est scolaires vrai, et c'est tout ça. vrai. Donc, on pourrait même tout de suite parler de l'esprit même. L'esprit, c'est pouvoir faire rencontrer des gens de différents horizons et ne pas parler de race, D'immigration. ni d'immigration. Et puis parler de musique, être en communion, et le jazz, il le permet. Et tout autre sujet maintenant, les droits de l'enfant sont ce mois-ci célébrés par de nombreuses actions auprès des enfants comme des adultes. Il s'agit en effet du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, un événement d'autant plus chargé de sens et de symboles sur un territoire où plus de la moitié de la population a moins de 17 ans. Hier, une matinale d'information avait lieu sur la place de la Poste de Koungou. Un reportage signé Marion Tellier. Le droit d'aller à l'école, d'avoir des conditions de vie décentes, le droit d'avoir une famille, d'être entouré, voilà là quelques-uns des 12 droits fondamentaux de l'enfant. Définis par la Convention internationale des droits de l'enfant et adoptés par l'ONU le 20 novembre 1989, ces droits concernent tous les enfants du monde jusqu'à leurs 18 ans, sans aucune discrimination. Alors pour le 30e anniversaire de la Convention, les acteurs de la protection de l'enfance à Mayotte ont répondu présents à la mobilisation générale organisée durant tout le mois. L'idée, c'était que tout le monde puisse se rassembler à Mayotte pour rappeler qu'ici, tous les droits ne sont pas encore acquis, que le droit à la scolarité est encore compliqué puisqu'il n'y a pas encore assez d'écoles pour tous les enfants. Donc c'était vraiment, on tenait tous à pouvoir se rassembler et parler de tout ce qui se passe ici sur le territoire et de dire oui, aujourd'hui on est tous ensemble pour les enfants. De nombreuses actions autour des droits de l'enfant ont été menées au cours de ces dernières semaines. Interventions en milieu scolaire, en centre de loisirs ou au sein même d'associations. Hier, c'est une matinale d'information qui animait la place de la Poste à Koungou. Enfants comme parents ont alors pu découvrir un programme tant dynamique que ludique. Au départ, on avait prévu donc un film, Les chemins de l'école, pour pouvoir animer un débat autour du droit à la scolarité avec les enfants. Nous avons l'Agence du Livre qui est là pour pouvoir raconter des histoires, mais aussi de pouvoir lancer des débats avec les enfants sur qu'est-ce que le droit à la scolarité, le droit au loisir, le droit à la santé, de pouvoir échanger avec les enfants sur ces questions. On a le SAMIF et le CESAD qui a travaillé sur un jeu de cette famille autour des droits de l'enfant. Un stand d'information concernant l'accès aux droits était également installé dans le cadre de l'action. Les parents ont ainsi pu s'adresser directement aux assistantes sociales présentes sur le site. De quoi répondre à des problématiques telles que la scolarisation d'un enfant en situation de handicap ou encore la difficulté de scolariser un enfant sans place disponible. L'action s'est achevée aux alentours de midi, mais le combat pour les droits de l'enfant reste lui quotidien. Mener des actions long terme, c'est là la mission des jeunes ambassadeurs pour les droits de l'enfance. Nous les JAD, on a mis en place des formations pour justement sensibiliser les formateurs, les enseignants, pour qu'il y ait une continuité. Il n'y a pas que nous les JAD, mais aussi des adultes qui sont là pour parler et enseigner les droits de l'enfant. À Mayotte, la situation est critique. Conditions de vie précaires, défaillance parentale ou famille évincée, insuffisance de place à l'école, autant de difficultés auxquelles bon nombre d'enfants sont confrontés. Les mineurs non accompagnés représentent eux aussi une urgence pour le territoire. En 2018, les 2 tiers des enfants suivis par l'aide sociale à l'enfance seraient des mineurs isolés. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Némati Toumboudani, la présidente du comité de Miss Excellence Mayotte. Némati, bonsoir. Bonsoir. Avec le micro. C'est mieux.
Oui, bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors d'abord, peut-être pour situer un peu qu'est-ce que Miss Excellence, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élections de Miss à Mayotte, Miss Coco, Miss Salouva, Miss Mayotte, bien sûr. Quelle est la particularité, quelles sont les particularités des Miss Excellence? Pour faire un peu l'histoire de Miss Excellence, c'est nous on est surtout axé sur la culture, sur le patrimoine culturel, le patrimoine culturel que nous allons alléguer, et on essaie à travers ce concours, les concours que nous organisons de Miss Excellence, de vraiment mettre en avant, de donner une visibilité à notre culture en premier. Notre culture en premier, qui est une grande richesse pour notre pays. Avec la beauté quand même aussi. La beauté, bien sûr, au-delà. Aussi, parce qu'on le voit avec notamment Myriam Kassim et notre Miss Excellence 2019 dont on va parler aussi après. Oui, c'est un concours de beauté, donc naturellement, on peut pas faire sans le charme, sans la beauté des candidates, mais la valeur ajoutée de notre concours, de notre organisation, c'est de vraiment axer aussi sur notre culture et de montrer vraiment que ça va de pair. Et la culture, la beauté, les traditions sont vraiment des richesses pour notre jeunesse, pour notre jeune fille, qui sont très très belles et mignonnes, et de continuer à perpétuer les traditions et les coutumes. Et les exporter aussi, parce que justement, la particularité, c'est que Miss Excellence s'exporte et rayonne aussi hors du territoire. Peut-être qu'on peut parler dès maintenant de ce qui s'est passé en Europe, à Rome plus exactement, avec Myriam Kassim, qui a été première dauphine et qui a participé au concours Super Talent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette nouvelle aventure? C'est une nouvelle aventure, une belle aventure qui s'est opérée depuis janvier 2019 suite à l'élection de Myriam, qui a terminé première dauphine Miss Excellence France. Et le comité nous a contactés pour nous dire que c'est Mayotte qui a été sélectionnée pour représenter la France à l'international, parce qu'elle répondait aux critères exigés pour aller à l'élection internationale. C'est des critères de taille. Elle fait 1m77, alors qu'il faut un minimum 1m74. Il faut parler les langues. L'anglais, c'est la langue internationale de communication. Elle parle l'anglais, elle parle l'espagnol. Et donc, c'est des arguments qui ont fait que le choix s'est opéré vers Myriam. Maintenant, pour parler de Rome, c'est une belle aventure que nous avons vécue avec des émotions. On a pleuré, on a crié. Et aller jusqu'à Rome, c'est vraiment une expédition. C'est vraiment partir. On est parti accompagner Myriam pour lui donner beaucoup d'énergie et les énergies propositives de Mayotte qui étaient bien sûr à l'écoute et en visu de cette élection. Et donc on est parti. Ça fonctionnait, ça payait. Il faut dire aussi que Myriam a beaucoup d'arguments, a beaucoup de qualités et des talents qu'elle a su mettre en avant, au-delà de sa beauté qui est indiscutable. Elle a montré aussi ses qualités, ses connaissances linguistiques. Donc, je pense que l'excellence, voilà, je pense que c'était la valeur ajoutée qui a fait la différence entre les 50 candidates quand même qui étaient présentes dans ce concours, où c'est un concours qu'il faut le souligner, et là pour donner de la visibilité aux jeunes filles qui sont talentueuses et qui veulent enrichir leur parcours professionnel. Et donc nous, Myriam, on nous a bien fait comprendre qu'elle a un projet de mannequin international. Donc pour nous, c'était le moment de l'accompagner vraiment avec toute notre énergie, nos moyens que nous avons. C'est vrai qu'on nous a annoncé que Mayotte a été sélectionnée pour aller représenter la France. C'était possible de gagner, de l'emporter? Nous, on n'était même pas à ça, c'était encore plus haut. Nous, on était dans la participation.
c'est vraiment historique. C'est la première fois que Mayotte participe à une élection internationale en Miss, concours de beauté. Et donc pour nous, c'est vrai que c'était la panique au début. On est qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer, tout ça. Il faut des moyens. Et les moyens, on les a eus par le département, que nous remercions vraiment infiniment parce qu'ils nous ont suivis, donné les moyens et ils nous ont même accompagnés physiquement jusqu'à Rome. Ils ont fait le déplacement et ça, chapeau, merci beaucoup le département. Ils sont venus avec nous et je pense que toutes ces énergies-là ont fait que ça a donné beaucoup d'engouement, d'investissement à Myriam d'aller jusqu'au bout, d'arracher cette couronne. Et on n'y croyait pas du tout. Et je disais ce matin ici, c'est comme la Coupe du Monde en 98. Le lendemain, même là encore, on n'en revient pas parce qu'on s'est dit c'était pas possible, c'était pas du tout gagné. Mais elle était très sereine. À aucun moment, elle a montré un signe d'anxiété. C'est nous qui étions un peu paniqués. Quand elle était parmi les 7, là, on commence à se dire, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe quelque chose. Chose qui se passe. Et elle est toujours sereine, tranquille et tout. Et donc, nous, de toute façon, on était partis. On avait rien à perdre, hein. On avait rien à gagner. C'était pour participer. Donc, revenir avec la couronne, c'est quand même grandiose. C'est vraiment une grande fierté. On est vraiment fiers. On est fiers d'elle, de Myriam, de travail qu'elle a fait. On est fiers aussi de notre pays, de Mayotte, de notre département qui nous ont suivis. Et on a représenté la France aussi, ça. Justement, avec ce grand pays de vous êtes rentré hier, justement. Quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'il y a un concours encore plus haut au niveau mondial? Est-ce que éventuellement Myriam pourrait y participer pour défendre aujourd'hui sa couronne, puisqu'elle n'est plus non seulement la Miss Excellence Mayotte, France, puisqu'elle est la première effectivement dauphine qui a été choisie pour représenter la France, elle est aujourd'hui effectivement la meilleure de plus de 50 effectivement représentantes mondiales, quoi. Donc là, on peut se dire il y a encore des étapes derrière. Là, pour l'instant, on est en train de savourer ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé, et on attend les prochaines disponibilités de Myriam, les vacances, pour qu'on puisse l'accueillir ici vraiment comme une reine, une princesse, vraiment quand on va l'accueillir ici. Donc pour l'instant, on attend. Elle est retournée après l'élection à Barcelone pour ses études, parce que c'est là-bas qu'elle fait ses études, et donc nous on attend. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue avec nous. On n'a pas fait la fête non plus parce que la fête sans la reine, donc elle est ça sera un peu vide. Donc on patiente, ça nous a manqué, c'est vrai, mais on attend, on patiente à ce qu'elle puisse être disponible et revenir sur Mayotte et fêter ça avec tous les Mahorais, tous les Mahoraises, avec Myriam, et voilà. Donc je pense que c'est une satisfaction personnelle en tant que Miss, en tant que présidente de comité Miss Excellence. Je profite aussi pour remercier la directrice qui fait un travail vraiment, c'est un monument, elle fait un travail monumental, Madjimo Abbas, qui depuis le début, c'est elle qui chapeaute, qui pilote l'association, le comité, et donc je voulais vraiment leur rendre hommage aujourd'hui de travail. Voilà, le résultat, ça paye aujourd'hui, et si on arrive à ce résultat-là, c'est parce que aussi il y a une équipe, il y a une association et le comité. Je remercie tous là aujourd'hui. Parlons quand même de notre Miss Excellence 2019, parce qu'elle aussi, elle a des échéances importantes. Nourlaini Paliette, la prochaine échéance, c'est justement de devenir, pourquoi pas, la représentante du pays lors de prochaines élections. Ça va se passer en janvier. C'est aussi, on l'imagine, quelque chose que vous préparez qui est très important, et parce qu'on aimerait aussi qu'elle représente la France et qu'elle l'emporte en janvier. Et ça serait vraiment l'extase. Hein. La continuité peut-être aussi. Voilà, la continuité. Donc c'est vrai que ça nous a pris beaucoup de temps pour préparer l'élection à l'international de Myriam. Là, on s'est pas arrêté. On enchaîne sur l'élection nationale qui aura lieu le 10 janvier à Toulouse, où Nouro Payette, Miss Excellence Mayotte, doit aller défendre son titre là-bas, et c'est un grand rendez-vous. Le grand rendez-vous annuel de notre organisation, et on sera tous là derrière elle pour lui donner toutes les conditions pour arriver à une victoire qu'on espère pour elle aussi, parce que c'est aussi
au-delà d'être une réussite, une victoire d'un comité, c'est aussi personnel, c'est aussi la jeune fille qui s'investit et c'est un travail aussi, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de stress, ça génère beaucoup de stress, ce genre de concours et donc on fait en sorte que vraiment que les choses se passent vraiment sereinement pour elle. C'est Mayotte aussi qui gagne. Peut-être pour conclure, c'est vrai qu'on critique souvent et l'image à l'extérieur qui est renvoyée de Mayotte est souvent négative. Là, on est sur quelque chose de positif et aussi sur l'excellence de notre jeunesse, de ces jeunes femmes mahoraises. Ça aussi, j'imagine que c'est une fierté de dire non, Mayotte, ce n'est pas que du négatif, il y a aussi du positif. On brille aussi et on est aussi dans l'excellence. Et j'espérais que ce qui nous arrive aujourd'hui nous arrive aussi, que ce soit notre année, que Miss Mayotte aussi, Eva remporte aussi, aille au plus loin possible, et pourquoi pas la couronne aussi. Et ça serait vraiment un bouquet, ça serait vraiment génial qu'on puisse vraiment voir que Mayotte brille dans la beauté, dans l'espoir de la jeunesse. Et je voulais aussi un peu préciser, parce que les gens ont demandé, c'était Myriam, l'histoire de tableau. En fait, c'est ce qu'elle a gagné. C'est estimé à 50 000 €. C'est une valeur de 50 000 € de tableau, avec certification et tout. Donc maintenant, c'est à elle de voir si elle le garde, si elle le revend. Mais c'est vraiment un cadeau inestimable au niveau de ce on peut avoir pour cadeau. Et il y a d'autres cadeaux qu'elle a eu, bien sûr. Il y a des shootings qui vont se faire après. Elle a été sollicitée par plusieurs grandes marques pour pouvoir poursuivre, vraiment réaliser son rêve de modèle international, de mannequin international. Et donc tout ce qu'on peut lui souhaiter vraiment de réaliser. Et on a hâte effectivement de l'accueillir et puis d'accueillir aussi, pourquoi pas, avec la couronne en janvier, notre Miss Excellence 2019. Ça serait vraiment génial et nous le souhaitons aussi à Nourulaïni de nous faire vivre aussi, de nous faire rêver et de nous emporter au plus haut de ce concours-là. Merci beaucoup, Némati, d'avoir accepté notre invitation. Et bien sûr, on sera tous derrière nos Miss. En attendant, et merci Kwesi aussi de nous avoir invités ce soir pour parler de ce concours. Revenir sur ces moments de rebondissement, d'émotion, tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Némati. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment Mansour Kamerdine qui s'en prend à la ministre des Outre-mer ou encore des perquisitions au sein de MCG et Air Austral. Au montage, Leslie Vumenet. L'autorité de la concurrence, organisme indépendant au service de la compétitivité et du consommateur, s'intéresse à la situation de Mayotte et vient de lancer de manière concomitante, mais sans lien, 2 perquisitions, l'une au siège d'Air Austral à La Réunion et l'autre chez le délégataire du port de Longoni, MCG. Ces perquisitions s'inscrivent dans le cadre des seules compétences de l'autorité qui sont de garantir une juste régulation du marché. Pour déclencher cette perquisition, des indices concordants et de fortes présomptions d'infraction ont probablement été qualifiés par les enquêteurs. Ces derniers vont maintenant passer des journées et des nuits entières à fouiller pièce par pièce, bureau par bureau et tiroir par tiroir pour traquer le moindre indice qui pourrait servir de preuve validant leur présomption. S'agissant de MCG, une source proche du dossier nous confirme que des ordinateurs et certains téléphones portables ont été saisis et donc retirés à leurs propriétaires afin que leur contenu en soit extrait. Après avoir participé en octobre au Salon des professionnels du tourisme Top Reza à Paris, le comité de tourisme de Mayotte va de nouveau prendre part au 35e Salon international du tourisme et des voyages de Colmar qui débute demain. Un rendez-vous grand public permettant de promouvoir les nombreux atouts de l'île à une clientèle connaissant déjà la destination ou de nouveaux visiteurs en quête de nouvelles découvertes. Le rendez-vous est donc pris dès demain et jusqu'au 11 novembre prochain au parc d'exposition de Colmar où Tokyo et le Japon sont à l'honneur. Sur les 36 mètres carrés du stand de Mayotte, la culture, la nature et le lagon seront exposés en long et en large par des professionnels du tourisme locaux. En plus de l'aspect information, les visiteurs auront la possibilité de déguster certaines saveurs locales dans une logique de séduction par le goût. Ces dégustations seront accompagnées d'animations traditionnelles pendant les 3 jours du salon. Pour la première fois, les offices de tourisme nouvellement créés y prendront part, notamment celui de la Petite Terre, pour valoriser encore les territoires respectifs, mais également le Jardin Mahorais.
Mansour Kamardine a décidé d'interpeller de nouveau la ministre des Outre-mer suite à sa réponse du 5 novembre où selon lui elle accusait le Siam de tous les maux concernant la nouvelle crise de l'eau qui pointe à Mayotte. Le député demandait notamment des comptes sur les travaux de l'usine de dessalement gérée par l'État. Il a décidé de porter la question devant l'ensemble de la représentation nationale à l'occasion de l'examen de la mission Outre-mer du projet de budget 2020 le 6 novembre afin de rétablir, je cite, la réalité des faits et des responsabilités. Il poursuit en ces termes: j'ai donc demandé à la ministre d'indiquer clairement comment le gouvernement entendait procéder pour que l'eau soit enfin produite et ainsi éviter une nouvelle crise de l'eau. La ministre s'est bornée à indiquer qu'elle me répondrait rapidement par écrit. On termine ce journal avec cette conférence organisée ce midi au sein de l'amphithéâtre du CUFR. Une conférence qui avait pour thème les îles éparses. En effet, en avril dernier, 2 équipes du centre universitaire de Dembéni ont pu prendre place au sein du navire océanographique le Marion Dufresne pour visiter et étudier plusieurs écosystèmes des îles éparses. Compte rendu dans ce sujet, signé Paul Arthur Avit. Ils étaient 8 à monter à bord du navire en avril, divisés en 2 équipes avec chacune une mission bien distincte. Pour la première, l'étude des assemblages des poissons récifaux, pour l'autre, l'étude des invertébrés des mangroves. Ces 2 équipes avaient un but commun, mesurer l'impact des activités humaines sur les différents écosystèmes. L'objectif de la mission sur Europa, c'était d'étudier les invertébrés qui vivent en mangrove, comme des crabes, des escargots marins, qui vivent sur les palétuviers ou sur le sédiment au pied des palétuviers, pour les comparer à ceux qu'on trouve à Mayotte et sur une île au Mozambique, pour voir si les eaux usées qui arrivent sur Mayotte impactent les communautés d'invertébrés par rapport à celles d'Europa. Comme il n'y a pas d'humains qui vivent là-bas, il n'y a pas d'eau usée qui arrive dans la mangrove là-bas. L'occasion aussi de parler et d'échanger sur la vie à bord du Marion Dufresne. Entre horaires à respecter, consignes de sécurité et études scientifiques, les 80 scientifiques à bord du navire ont dû se débrouiller pour cohabiter dans les meilleures conditions. L'occasion pour les 2 équipes du CUFR de ramener énormément de données. Pour l'équipe qui s'occupait des invertébrés, les données étaient multiples, tandis que celles traitant des poissons étaient uniquement des données vidéo. En termes de données, on a une approche non intrusive, donc c'est de la donnée vidéo. On pose des caméras, on les récupère, il n'y a rien qui est prélevé, il n'y a rien qui est perturbé. En termes de traitement de la donnée, nous avons commencé à traiter le travail qu'on a fait sur Mayotte, le travail qu'on a fait sur les îles éparses. Il y a encore beaucoup de travail, on n'a juste pas traité les vidéos, on va commencer cette année. L'ensemble des vidéos à traiter, plus les analyses, ça va prendre encore un an et demi. Avant qu'on puisse avoir des résultats fiables. Un travail de traitement des vidéos titanesque, plus de 300 heures de vidéos sont à regarder et analyser. L'équipe de Thomas Claverie travaille d'ailleurs sur un système de robots sous-marins automatisés pour effectuer des relevés et analyses sans l'intervention de l'homme. Il faudra attendre 1 an et demi avant d'avoir les résultats de cette mission et un peu plus pour la mise au point de ce drone sous-marin. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous férié oblige, mardi, dès 19h, pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellent week-end de prolongé sur Coésie.